Bonjour tout le monde, comme promis, la vidéo sur la Turquie. Je voulais conclure avec la Turquie, cette série de vidéos sur les industries de l'armement, les systèmes anti-aériens. Mais les événements de ces derniers jours m'obligent dès maintenant, à ajouter une vidéo supplémentaire, une vidéo qui va reprendre les faits, ce qui s'est passé dans le Golfe, ce qui s'est passé en Syrie, à 3 reprises depuis le début du mois, et ce qui se passe au Yémen en ce moment, pour parler encore de l'anti-aérien portatif, et puis pour faire un peu d'analyse. Avant de passer à la Turquie, j'aimerais juste faire une petite rectif. Là, ce que vous voyez, c'est un missile, hein. Ah, il est beau, ouais, classe. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce genre de vidéos et à les apprécier, je me devais quand même d'apporter quelques précisions, puisque de temps en temps... Alors, quand je dis Duterte, c'est Duarte, le président des Philippines, hein. Des fois, je sais pas, entre ma pensée et ma bouche, il y a... Bref. Et en matière de missiles... je voulais apporter aussi une précision en matière de missiles balistiques. Alors, ce que vous voyez là, je tiens encore à le dire. La technologie des missiles, c'est des centaines de milliers de gens. Voilà. Et tout le monde sait que cette technologie ne fonctionne que en admettant que la Terre soit sphérique. Donc, je vois mal des milliers de personnes, des milliers d'artilleurs, des milliers de concepteurs, des milliers de gens qui s'occupent des logiciels de tir, des milliers, et même les physiciens et tout un tas de gens, enfin, plein de gens comploter pour te dire que la Terre, en fait, elle est ronde alors qu'elle serait plate, sachant que la balistique, les missiles balistiques fonctionnent sur ça. Il y a tout un tas de choses dans la vie de tous les jours qui fonctionnent sur ce postulat. Il y a encore des gens qui m'envoient encore des messages sans répondre. J'attends toujours d'ailleurs la réponse à mes 2 questions très simples. Hein, et j'attends toujours aussi les chancres. Les chancres j'attends que les chancres, hein, de YouTube de la Terre plate, relève mon défi. Non, on va revenir au missile. C'est très simple. Normalement, vous devriez voir. Alors, c'est Wikipédia, ça. Hein. Alors, pareil, hein, je fais des synthèses. Hein. Bon, il y a plein de gens qui le savent. Une synthèse, c'est pas prendre 3 sites et lire mot à mot ce qui est dit sur ces sites. C'est lire un peu partout et faire son article. Alors, je suis en train de chercher mes notes. Et pour tout savoir, en fait, au départ, je démarre avec tout un tas de notes, genre 30 ou 40 feuillets, et après, je synthétise mes notes. J'ai une première synthèse, je synthétise une seconde fois, je cherche les images et je travaille avec OBS. Voilà, c'est pour te... Donc ça prend un peu de temps. Non, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y avait différents types de missiles balistiques. Je vais les retrouver, j'espère en tout cas. Vous pouvez les classifier en missiles tactiques ou conventionnels ou chimiques. Vous pouvez les classer en missiles stratégiques ou tactiques. Pardon, classique, nucléaire ou chimique, 1, première classification. Seconde classification, stratégique ou tactique. Et vous pouvez aussi les classer selon une classification basée sur la portée. Et à savoir, on a les S, et c'est ça que je cherche, à moins que ce ne soit pas là. On a les short range, donc SRBM, c'est des missiles balistique, on parle pas de missiles de croisière, c'est pareil. T'as des gens, je sais pas, écoute la vidéo. Tu me fais dire des trucs que je dis pas. On parle de missiles balistiques. Pourquoi tu viens? Ah oui, je croyais que la Terre était sphérique. Il me montre un tir de missile de croisière. Putain, je sais pas. Je te parle d'un missile balistique là. Balistique, parabole, rotondité de la Terre, courbe, cloche. Toi à comprendre? De temps en temps, t'as des gens, vous les voyez pas leurs commentaires. Il vient juste pour critiquer le mec, la bave aux lèvres. En fait, il a vu une vidéo de moi, je sais pas pourquoi, je sais pas, ma tête, je sais pas, un truc, ça doit lui rappeler quelque chose. Il arrive, le type, et tout de suite, il cherche la petite bête, il a même pas compris, il a même pas vu la vidéo. Pauvre type. On y arrive, SRBM entre 0 et 1000 km de portée. C'est des short range balistiques, missiles. C'est des missiles tactiques forcément, hein. Très forcément, même c'est des missiles d'opération. En France, on avait le Pluton, le Hades, 500 km, jusqu'au jour où les Allemands se sont posés des questions en disant: attendez, vous êtes à Trier, vous êtes à Saarbrücken, vous êtes à Wittlich, vous mettez des Plutons, ils ont une portée de 500 km, mais quand moi j'avance 500 km, c'est encore l'Allemagne, donc en fait vos missiles, ils vont nous
Ils vont nous toucher. Ouais, il y a eu le problème pour le Pluton, je crois, ou l'Hadès, et la France a dû augmenter la portée du second. Bref, la France a tout. Hein. Ce que je veux dire, c'est en matière de missiles, ils ont tout l'arsenal, sauf les intercontinentaux, mais ils n'en ont pas besoin. Ensuite, on a le medium range, entre 1000 et 3000 km de portée. Ensuite, nous avons les intermédiate range balistiques, entre 3000 et 6000 km. Et enfin, nous avons les missiles intercontinentaux, entre 6 et 13 000 km. Voilà, vous en avez quelques-uns sur Wikipédia. Vous avez ce tableau. Je peux aussi vous mettre celui-là. C'est pas forcément intéressant de tous les mettre, mais enfin bon. Voilà, donc. Voilà. Alors, maintenant que la rectification a été faite, on va pouvoir passer à la Turquie. J'avais besoin d'un peu de temps pour faire cette vidéo parce qu'il y a vraiment du boulot. Il y a vraiment eu beaucoup à faire. La Turquie, c'est pas rien. Puis c'est un exemple intéressant. Alors, je finis juste mon petit ménage et on va passer à ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre en illustration ? Erdogan, ça fait illustration pas très. Moi, j'ai envie de vous mettre ça en fait. Voilà, ça, pour commencer. Mais c'est pas tant les images qui sont intéressantes que ce que je vais vous dire. Alors, j'adapte à l'écran. Voilà. Alors, comme ça, vous avez toute la péninsule. On a abordé l'industrie de l'armement. On a expliqué pourquoi une industrie de l'armement était importante. On a expliqué sans cynisme, parce que c'est ce qui est reproché, qu'il en fallait une de toute manière, parce que si la France ne vend pas d'armes, d'autres les vendraient. On a juste reproché le cynisme de gouvernements qui donnent des leçons de droit, de morale à d'autres gouvernements alors qu'ils font pire. Hein. Quand on parle de Bachar al-Assad, ou quand on dénonce les sit-ins réprimés au Soudan et on éborde sa propre population, on ferait mieux de fermer sa gueule. Mais de l'autre côté, on s'est gaussé un petit peu de l'angélisme de certains. Si la France vend pas, il y en a d'autres qui vont vendre à sa place. Alors vaut mieux être dans l'affaire là. Ça c'est comme pour la bombe atomique, une fois que tu as le principe, vaut mieux l'avoir. Parce que de toute façon les autres vont l'avoir. C'est des mouvements inéluctables. Alors les angélismes font rigoler aussi. Non, on a expliqué que l'industrie de l'armement c'était la souveraineté d'un pays, c'était des emplois, c'était le maintien d'un savoir-faire technologique, c'était de l'argent. C'était de la recherche, c'était tout un tas de choses et c'était la petite cerise sur le gâteau qu'on a. Si ce gâteau est composé de différentes couches telles que une population éduquée, cultivée, une école, des formations supérieures, de la recherche, etc., des bonnes filières, des filières industrielles, des matières premières, etc. On a fait tout ça. On a évoqué par le biais de cette industrie de l'armement certains pays et par le biais de la géopolitique certains pays comme l'Iran, Israël, les USA, la Russie et la France récemment. On a évoqué l'anti-aérien, les systèmes anti-aériens, tous les systèmes de défense anti-aériens, les missiles balistiques, croisières et autres, dans différentes vidéos. Elles se tiennent toutes, vous voyez ces vidéos avec le recul, elles se tiennent toutes finalement. Parce que chacune apporte un bout d'information dans un grand puzzle. On a évoqué les missiles donc balistiques continentaux, les surfaces air, RR, air-sol, etc. Il fallait quand même donner des exemples. La dernière vidéo donc m'a permis de parler de la France et de la collaboration franco-italienne quant au SAMPT, le Black Mamba, système anti-aérien, et j'avais établi une classification des industries de l'armement, des pays, de leurs armées, enfin, c'est un peu confus, on va dire, plutôt des étapes. Oui, si tu veux, voilà, c'est des divisions qui montrent des étapes de développement. On va le dire comme ça, puisque c'est ouvert, puisqu'un pays en 4e division pourra un jour être en 1re division, et vice-versa. Je vous avais parlé du club élite. Le club élite, c'était en premier les USA, en 2e la France, en 3e la Russie, en 4e Israël. Pourquoi ce classement? Parce que ce sont les 4 qui innovent, créent dans des secteurs stratégiques. Créent. Pour aller dans l'espace, les Russes et les Américains ont créé. Pour faire des avions, Blériot, il a créé. Il n'a pas acheté un avion à quelqu'un, il a maîtrisé sa technologie, il a bidouillé, il a imité, puis il a créé le sien. Ça, c'est les pays de 1re division qui font ça. Comme la Turquie, comme la Chine, qui est obligée d'acheter des avions pour les imiter,
qui est obligé d'acheter des systèmes anti-aériens pour les imiter. C'est l'Iran. Ces pays-là, non, ils ont leur propre style. Quand tu prends un avion français, on sait que c'est un avion français. C'est une conception française. Pourquoi il n'y a pas la Chine? Parce que voilà, la Chine, elle n'est pas dans tous les spectres. Pourquoi la France est deuxième et Israël est quatrième? Parce qu'Israël n'est pas partout. Mais il faut se rappeler qu'ils sont juste 10 millions, que nous sommes 64 millions. Par contre, la France est quasiment dans tous les secteurs, je crois, sauf peut-être les processeurs. Et encore, on n'en sait rien. Ce sont des secteurs clés. Ces 4 pays innovent. Ces 4 pays sont à la pointe. Tout le monde a des missiles. Enfin, tout le monde. Le club élite, la première division, ont leurs missiles. La deuxième division peut fabriquer un missile de croisière, mais eux, ils fabriquent les systèmes, ils fabriquent les trucs, ils sont à la pointe, ils ont 20 ans d'avance. Ensuite, on a, et j'avais relevé qu'il y avait 2 gros coureurs, hein, avec plein de poumons, les USA et la Russie, et 2 coureurs tout frêles, mais qui étaient là, et ils n'ont pas lâché depuis le début du marathon, c'est Israël et la France. En matière d'optique, en matière d'électronique pour les Israéliens, en matière d'optique pour la France, en matière de chars, en matière d'avions, en matière, je sais pas, de drones pour les Israéliens avec le Héron de la firme Elbit, je crois. Ouais, il me semble. Raphaël pour les missiles, la France, tu as Thales, tu as... Voilà. Ça, la Chine n'a pas, ça. La Chine, ils n'ont pas d'assaut. La Chine, ils n'ont pas construit le Kfir ou le Lavi. Le Lavi qui a inquiété tellement les Américains qu'en 87 ils ont demandé aux Israéliens, vous arrêtez les gars votre projet Lavi parce que là on est en train de vendre des F-16, si on va plus collaborer avec vous sinon. Et le Lavi s'est arrêté. Bon, le Kfir c'est autre chose parce qu'ils l'ont fait à l'iranienne, c'est un Mirage 3 qui a été rétrofité. Hein. Comme quoi tous les pays, tu vois, les Israéliens, la France ont fait pareil hein, au départ. Hein. Quand la France n'avait pas le Black Mamba, ils avaient des Hawks, des Mim Hawks américains. Hein. Quand je dis il y a des pays qui imitent et qui innovent ensuite, etc., il n'y a aucune. C'est pas péjoratif. Il n'y a rien de péjoratif là. C'est pas un classement de valeur. On a parlé un petit peu de tout ça. Et ben, moi j'ai envie de vous parler maintenant de la Turquie. C'est un exemple emblématique, c'est un exemple à suivre, c'est un exemple intéressant. Puisque la Turquie, finalement, ne fait que suivre, ne fait que respecter le schéma qu'a suivi la Chine, qu'a suivi la France, même si je te dis, voilà, la France c'est pareil, pour faire une bombe atomique, ils avaient leur propre scientifique, ils ont gambergé seuls. Ils sont pas allés piquer des secrets à quelqu'un d'autre. Ils ont fait leur propre bombe à partir d'une pile atomique. Mais bref, la Turquie suit un schéma comparable et a fait beaucoup de chemin, hein, puisque de toute façon, tout ceci suppose du temps, pas de crise financière, pas de crise militaire, pas de retour en arrière, mais en 50 ans, a fait beaucoup de chemin. Et je pense que c'est intéressant de parler de l'exemple turc. Alors, comment on va procéder? Ah, parce que là, il y a tellement de trucs. Écoute, on va te la faire comme ça. Alors la Turquie, tout le monde connaît, hein. C'est une civilisation qui a des siècles. C'est la civilisation qui a repris le flambeau du monde musulman quand les Arabes sont éteints. Ils ne sont toujours pas réveillés. C'était les Turcs qui étaient là. C'est les Turcs qui ont fait flipper l'Europe, qui faisaient jeu égal avec l'Europe. C'est les flottes turques, même s'il y a eu les Pentes, qui était juste un épi, une petite bataille perdue. C'est les Turcs qui avaient leur flotte, c'est les Turcs qui commerçaient. C'est une civilisation, c'est une armée forte, c'est une puissance, ex-puissance mondiale. Ils sont allés jusqu'à Vienne, hein, ils ont fait flipper tout le monde. Ils étaient alliés à l'époque avec François Ier. Ça a fait jaser toute l'Europe. Comment tu es chrétien et tu vas avec les Arabes? Mais il n'est pas arabe, il est turc. C'est pareil, et comment? Ouais, mais je vous emmerde, moi vous êtes en train de m'encercler les Habsbourg. Ben moi je vais voir mon pote de la cité, il va vous péter les dents. Bon, c'est un peu trivial, hein, dit comme ça, mais bon. Donc tout le monde connaît. Moi j'aimerais juste dire à ceux qui connaissent pas la Turquie et qui pourraient être plein de clichés, il fait bon vivre en Turquie. Il y a des endroits en Turquie où tu vis beaucoup mieux qu'en Europe. Je critique pas, hein, je te le dis. C'est un pays qui a quand même fait un effort. C'est pas seulement le sultan, la sultane, 3-4 clichés, Mehmet Pacha, l'autre il a un turban et l'autre il est fort comme un turc. Non. La Turquie c'est Soliman, c'est Bayazid, la foudre, hein.
qui a affronté les Mongols, c'est Mehmet Pacha à l'Épante, c'est Atatürk qui a amené la République et qui a permis à la Turquie de gagner, enfin de résister aux Grecs, parce qu'il y a une longue histoire d'amour entre Grecs et Turcs. Hein. Je vous laisse vous démerder, les gars, je vous aime bien des deux côtés. Hein. Donc voilà, mais il y a une grande histoire d'amour entre eux. Comme il y a eu une histoire d'amour entre Allemands et Français pendant un siècle, hein, pour s'approprier la Lotharingie, la petite bande du milieu. Bref. Cette Turquie-là, on la verra tour à tour puissante, déclinante. C'est l'homme malade du 18e et du 19e siècle. Prendre des branlées contre les Russes. On verra le sultanat tomber, on verra la République arriver. On verra ce qui était une ex-puissance mondiale devenir une puissance régionale, puis devenir, on va dire, un vassal des Américains. Et ça, faut les comprendre aussi. Puisque dans les années 50, les Turcs étaient face aux Russes, à l'URSS, qui était menaçante. Lorsque vous regarderez l'histoire russo-turque, vous verrez qu'il y a beaucoup de guerres et des guerres perdues, qui ont permis aux Russes de prendre beaucoup de territoires. La guerre de Crimée, c'est quoi? C'est des Anglais et des Français qui sont allés aider des Turcs contre des Russes qui étaient plus forts qu'eux. Par exemple, c'est la guerre qu'a fait Tolstoï, c'est la prise de Sébastopol, voilà. Dans les années 50, c'était l'allié des USA parce qu'ils tenaient le Bosphore. Et les Russes voulaient l'accès aux mers chaudes. C'était la deuxième armée de l'OTAN, mais elle vivait sur son passé. Et c'était plus une armée de nombre que de qualité. Pour juger aussi du fait que la Turquie est toujours dans l'OTAN, il faut voir aussi que c'est à l'heure actuelle une puissance régionale qui a des rivaux dans le coin. Il y a l'Iran qui veut aussi devenir puissance régionale. Il y a la Russie, hein. Il y a Israël. Après, j'ai envie de dire, il y a l'Arabie Saoudite. Non, ça c'est ce qu'on te fait croire à la télé. L'Arabie Saoudite compte pour du beurre. T'as toujours le couillon riche ou qu'on veut manipuler pour une raison ou une autre, qu'on gonfle, qu'on fait gonfler. On lui fait croire qu'il est à la table des grands, etc. Mais bon, voilà. Les Saoudiens, non. Pour juger du contexte turc, il faut tenir compte, bon, voilà, des rivalités avec la Grèce, notamment autour des îles, hein. Ionienne, je crois, hein. Millet, tout ça, non? Je dis peut-être des bêtises, bref. Le problème kurde et la guérilla PKK, le nouveau problème kurde. Voilà pourquoi la Turquie, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, s'est tournée vers les USA. Elle a vu qui était le grand vainqueur, qui allait diriger le monde, et elle s'est dit, tant qu'à faire, hein, autant suivre le plus fort si on ne peut pas l'être. Donc toujours pareil, dans une volonté de comprendre plus que critiquer, j'essaye d'expliquer pourquoi la Turquie est dans l'OTAN. Mais c'était un pays en retard. En retard surtout, en retard économiquement, c'était un pays du 19e siècle. Malheureusement. Qui n'a fait qu'à... Alors nous, on va rester sur un plan purement militaire. C'est un pays en retard qui n'achetait qu'aux USA, mais qui construisait rien. L'armement, c'était USA, 100% USA. Des Bradley, des comment on appelle ça, des Thompson, voilà. C'était un vassal de l'Empire, un petit vassal incapable de se défendre. Or dans le coin, apparemment, si t'es en faiblesse quelques années, tes voisins te bouffent. On verra entre 50 et aujourd'hui, on verra le passage d'un pays en retard à un pays moderne. Il y a des pays arabes qui feraient bien de s'en inspirer. Ah oui. Tu vas me dire quoi? C'est la colonisation 200 ans après? Non, c'est toi, je crois, le problème. On verra ce pays petit à petit se moderniser. Moi, je me souviens de l'image qu'avait la Turquie dans les années 80 et l'image d'aujourd'hui. La Turquie d'aujourd'hui, voilà, ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est un pays moderne, c'est une économie moderne, c'est une puissance qui est redevenue régionale, c'est un soft power. Et ouais, les séries turques, regarde ta grand-mère ou ta mère. Moi, ma mère, regarde les séries turques. Je sais pas ce que font vos mères, mais en tout cas, la mienne, elle regarde des séries turques. Ça, c'est du soft power. C'est pour t'habituer aux Turcs, pour habituer à manger turc, acheter turc. Ils font ce qu'ont fait les Américains, ce qu'ont fait tout le monde, c'est-à-dire influencer les pays autour par l'économie, par le business, par les séries, par le civilisationnel, par tout un tas de choses, par la religion aussi. Ils s'en servent, hein, c'est normal pour vendre, hein, puisque ça crée des liens. Quand tu vas vendre
en Asie, je sais pas, à l'Indonésie, bon bah tu fais jouer tout ce que tu peux, et si tu peux leur dire, eh, moi aussi je suis musulman comme vous, voilà. C'est ce qui a permis à la Turquie d'ouvrir un marché, en plus de son marché classique, marché arabe, marché du Moyen-Orient. Elle a pu s'ouvrir des marchés un petit peu partout dans le monde, en Asie centrale notamment, en raison d'une certaine proximité ethnique, culturelle, voire religieuse. La Turquie a suivi la politique des USA tant que ça allait dans son sens. Dès que les USA ont voulu faire sauter Erdogan ou n'ont pas voulu, enfin dès que les USA n'allaient pas dans le sens d'Erdogan, parce que c'est ça qu'il faut voir en Syrie, ils ont emmené Erdogan avec eux en lui disant c'est toi qui vas gérer tout ça, etc. Et à un moment donné, ils lui ont créé, alors qu'il était avec eux, tout, hein, il suivait bien, il faisait exactement tout ce qu'on lui demandait, au bout d'un moment, ils lui ont créé un problème turc, puis un kurde, pardon. Le gars, il leur a dit, mais attendez, je suis avec vous, pas le problème avec les Américains, c'est que quand tu es avec eux, à la fin, ils te détruisent. Ils te créent un nouvel ennemi, ils te détruisent, ils te balancent. Donc lui, il a compris, puis quand ils ont essayé de le faire sauter en faisant un coup d'État, là, il leur a dit c'est fini. Et moi, je pense que la Turquie, elle est déjà hors de l'OTAN, là. Erdogan n'a pas digéré le fait de se faire poignarder en traite par des fourbes. Alors, autant lui, il a été stupide de s'engager en Syrie, ça a été dégueulasse de sa part, autant maintenant, il a bien compris. Et ouais, il a voulu souper avec le diable, mais il avait une très très longue cuillère et il a failli se brûler. On y arrive les gars, l'industrie de l'armement, hein. Mais je voulais poser le truc comme ça, tranquillement. Hein. Parce qu'Erdogan, lui, il est arrivé, il a compris un truc, c'est que faut être fort. Tu fais le droit. Si t'es fort, tu fais le droit, tu fais les règles, tu fais tout. Tu fais le tempo, tu fais les pensées, tout le monde t'aime bien. Il fallait être fort. Il fallait être fort économiquement, il fallait être fort sociétalement parlant, proposer un modèle de société, il fallait être fort militairement pour ne plus dépendre de tout ça. Alors, on n'a pas attendu le coup d'État raté des militaires turcs. Erdogan n'a pas attendu ça pour se réveiller, puisque dès la guerre, dans les années 70 avec Chypre, dès la guerre de Chypre, allez voir un petit peu ce qui s'est passé, notamment l'occupation de Chypre en 74 et la République de Chypre du Nord. Dès ce moment-là, la Turquie, qui pensait être le meilleur allié des Américains, bah oui, il tenait les détroits du Bosphore. Il empêchait les flottes russes de passer. À ce moment-là, il a vu que les Américains, c'était pas vraiment ses amis, puisqu'il y a eu un embargo sur les armes. Et la Turquie avait besoin d'armes, elle n'en construisait pas, elle n'en fabriquait pas. On est dans les années 70. Aujourd'hui, 50 ans après, vous allez voir que cette intelligence situationnelle, cette réflexion-là, elle a donné ses fruits et elle est aboutie. Donc l'industrie militaire turque est née après la guerre de Chypre. La Turquie commençait à s'inscrire dans une logique d'acteur régional. Ça arrangeait tout le monde, donc les USA, puisque ça bloquait l'URSS et ça l'empêchait d'atteindre son objectif d'accès aux mers chaudes. Objectif qu'il a atteint là, puisqu'il a 2 bases en Syrie maintenant, les mers chaudes, la Méditerranée, il y a accès. Maintenant, je pense que les Russes n'ont plus de problème, ils peuvent créer des bases un petit peu partout, au Venezuela ou ailleurs, des bases navales. Mais les Turcs, dans les années 70, donc, comprennent qu'il n'y a pas d'amis, qu'il va aller mieux construire son armement. Ils commencent à entamer donc, le truc classique, hein, des partenariats, des petits transferts de technologie. On commence à construire nos munitions. Le gouvernement turc crée des boîtes, finance des gens pour qu'ils montent des boîtes, leur ouvre des marchés, un marché national. La gendarmerie va leur acheter des cartouches, etc. Ça commence comme ça au départ. Avec des trucs que tout le monde sait faire, mais qu'il vaut mieux savoir faire. Ça évite de les acheter et de dépendre de l'autre. Ce développement de l'industrie militaire turque qui va rester mesuré dans les années 80, on construit du classique. On bâtit un tissu industriel, on bâtit un tissu scientifique qui permettra une recherche de la conception, de l'innovation, et de commencer à maîtriser ce que maîtrisent maintenant les Turcs, c'est-à-dire de la très haute technologie, la technologie des produits à haute valeur ajoutée, à haute technologie ajoutée. Dans les années 80, on en a encore à essayer d'avoir les matières premières, développer un savoir-faire. C'est qu'à partir des années 90, ce n'est qu'à partir des années 90, donc. Alors, excusez-moi, je regarde en même temps parce que. Non, je vous les montrerai après.
Ce n'est qu'à partir des années 90 et la fin des années 90 qu'on a vu qu'un élan a véritablement été donné à la conception, à la recherche et développement. Jusque-là, il fallait des sous, il fallait des facs, il fallait des chercheurs, il fallait un patriotisme. En fait, c'est avec l'arrivée de Gül, le président Gül, l'arrivée de l'AKP, l'arrivée d'Erdogan, qu'on a vu, alors les Turcs ont toujours été très patriotes, mais on a vu le retour d'un patriotisme, nationalisme, appelez ça comme vous voulez, il n'y a rien de péjoratif, fort. C'est quand tu donnes un idéal à ta population, ça te permet de l'emmener, ça te permet de la souder, de développer des projets, de lui demander des efforts et d'y arriver. Quand tu as juste des abonnements Canal+ et Jean-Michel Apathy à proposer, c'est sûr que voilà quoi, c'est compliqué après. Nous, on va s'intéresser à la fin des années 90. Deux phases. D'abord, on décide de maîtriser les technologies modernes, voilà, pour passer un cap. On va pas construire des Kalachnikov et des F-16 et des Six Hour. On va essayer de monter un petit peu le truc, de construire des missiles guidés, des bombes guidées, des radars, des systèmes anti-missiles, etc. Donc fin des années 90, on en est là. On a décidé qu'il fallait passer le cap. Et puis la dernière décennie, on a vu que la Turquie avait musclé ses industries de l'armement, qu'elle avait franchi un cap en matière technologique, et à tel point que l'armée turque, c'est quasiment du 75% turc. Donc il y a une première phase, voilà, on décide, on crée un pays, on crée des structures, on crée des facs, on essaye d'avoir une économie, on essaye de grossir, on essaye de rayonner, on fait des séries, tout le monde parle de nous, on commence à exporter, puis on se dit tiens, on va essayer d'avoir une armée, on commence à aller à l'étranger, à envoyer des gens dans des théâtres d'opération, à les former, à établir des partenariats, et puis au bout d'un moment, on en a marre de fabriquer, de brasser que de la ferraille, qu'est-ce qu'on se dit? Tiens, nous aussi, on aimerait bien faire ci, faire ça, passer en première division, on va faire les barrages, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Putain, il faut des chercheurs, on n'en a pas assez, il faut ça, il faut une infrastructure, est-ce que l'industrie peut construire des trucs comme ça, est-ce qu'on a les matières premières, est-ce qu'il y a l'argent, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ces boîtes elles vont tenir ou est-ce qu'il faut les financer ad vitam aeternam, etc. etc. Voilà, on va former des gens, on va faire des partenariats avec des transferts de technologie, on va acheter, on va espionner, comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'a fait tout le monde, France y compris. Dans beaucoup de domaines en tout cas. Ensuite. Parce que là je suis... pour arriver à quoi? Pour arriver que je vais te donner des chiffres tout simplement. 2002, la recherche militaire c'est 5,5 milliards de dollars. 2011 c'est 27,3 milliards de dollars. Ça, c'est la recherche militaire. Je cherche. Tu vois, la Chine, non. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore? Les firmes turques, à l'heure où je te parle, tu as... Excusez-moi, je regarde mes notes en même temps, parce que je voulais dire quelque chose et je ne veux pas perdre... En 2012, 700 millions de dollars pour la recherche militaire. Voilà, 700 millions de dollars. Et le 27,3 milliards, c'est pas des milliards, c'est des millions. Voilà, la recherche, voilà. Le 5,5 milliards, c'est les ventes industrie militaire, c'est les chiffres d'affaires. En 2012, c'est 700 millions de dollars pour la recherche militaire, c'est énorme. Maintenant, la Turquie, c'est plus elle qui... Enfin, c'est elle maintenant qui exporte. C'est elle qui propose des partenariats pour vendre. Elle vend au monde arabe, elle vend aux Saoudiens, elle vend aux Algériens, mais elle vend aussi aux Coréens, elle vend aux Émiratis, elle vend aux Roumains, elle vend aux Pays-Bas. Son industrie de l'armement, durant cette dernière décennie, parce que j'ai pas les derniers chiffres, est passée de 4,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et donc plus 35% en très peu de temps. Elle est dans les 15 premiers en termes de dépenses militaires. Ça, c'est les chiffres de 2019. Non, c'est les chiffres de 2019. Un coup de pouce a été donné donc pour créer un marché national. L'armée turque a commencé à grossir, a commencé à s'équiper, puis on a commencé à établir des partenariats, du soft power, on a commencé à exporter autour. Cette exportation a ramené des sous qui a permis de maintenir cette industrie de l'armement, qui a permis de maintenir la recherche, etc. Vous voyez, on crée un cercle vertueux.
Aujourd'hui, la Turquie, c'est plus de 600 projets. Alors, regarde, c'est très simple, mon ami. Je vais te mettre des trucs ici, tu vas voir, c'est du turc. Et il y a plein de pays qui aimeraient... Attends, on va enlever ça. L'industrie de l'armement turc, c'est très simple. C'est où? C'est FNSS Savma Sistanleri. Font des blindés sous licence. Alors sous licence américaine, mais ça leur permet d'avoir le savoir-faire. Voilà. Attends, mais moi je vais t'en mettre plein. Je vais te mettre ça. Je vais te mettre ceci. Ça, c'est, regarde, c'est un système choral. Alors attends, je vais pas m'exciter. Je vais d'abord te donner un petit peu les principales industries militaires turques. Donc, Savma Sistenleri, BMC, Aselsan, qui fabrique sous licence une gamme complète d'équipements et de systèmes électroniques et optroniques de défense. Donc, la pointe. Tous les systèmes électroniques embarqués, l'optronique, les pods de visée, laser, etc. C'est eux. Voilà, ça c'est la pointe. Avelsan, logiciel informatique. Ibrahim ORS, c'est des équipements de support et de logistique. Mkek, Makina. Alors comme son nom ne l'indique pas, c'est des munitions de tout type et de tout calibre. Roketsan, missile industrie. Ils font de la roquette, du missile. Ils appellent ça des fusées. Comme le fameux système Sirit, missile guidé. Missile RR ou sur les hélicoptères attaque, par exemple. Tout ça c'est turc. Autocar. Et ils ne fabriquent pas des bus, c'est des véhicules blindés légers, véhicules de cavalerie, autres. TUSAS Aerospace Industry, TAI, eux ils participent au programme de l'Airbus A400. Ils produisent sous licence des F-16, ça te permet de savoir faire un avion, et les Russes fabriquent des avions de transport, des hélicos. Ils ont une licence de General Electric. Vous voyez les licences et les partenariats pour faire des réacteurs de F-16. Quand tu sais faire des réacteurs de F-16, tu peux te fabriquer ton petit réacteur à côté. Ça, c'est de la pointe, ça. Les Chinois, leurs avions, le problème, c'est que c'est des moteurs russes. Faut fabriquer des réacteurs. En France, on a la SNECMA. Aux USA, ils ont Pratt & Whitney. Les Russes ont Klimov, ont je sais plus quoi encore. Mais là, on est dans la maîtrise de choses très intéressantes. Alors ouais, ils n'ont pas créé un moteur. Ils n'ont pas créé un moteur de conception turque. Si tu veux, ils n'ont pas créé quelque chose de 100% turc que personne n'avait fait jamais avant. Mais il n'y a personne qui fait ça. Sauf les premiers, le club élite. Le fait de savoir faire des moteurs pour avions de chasse modernes, comme les F-16, sous licence, te permettra ensuite de te faire des moteurs pour tes avions. Les Russes, leur premier moteur, c'est une imitation de Rolls. Hein. Et oui, leur premier moteur d'avion, c'est des imitations de moteurs Rolls. Rolls, il a imité qui? Il a imité personne, il faisait partie des premiers à construire des moteurs. Hein. C'était les premiers à être au contact de la science, là. C'était les ingénieurs, les techniciens qui étaient les premiers au contact de la science. C'est une image. Aselsan, donc, TUSAS Sport. Il fait encore plein de trucs, TUSAS Sport. Je regarde. Hein. Ils font encore plein de trucs parce que TUSAS, c'est eux qui font les avions. Parce que la Turquie veut faire un avion de 5e génération. Elle a commencé à travailler pour l'Oré 2030 pour cet avion. Comment elle s'y est prise? Reste maline. Très simplement en établissant des partenariats. Tu vois, voilà, on parle de réacteurs de F-16. Par exemple, Aselsan. C'est cette firme. Alors, il faut que je retrouve. Ça, tu vois, regarde ça. Ça, c'est TUSAS. C'est un hélicoptère d'attaque. Ah, il porte bien son nom, Attaque 2. Ils sont deux, c'est, voilà, sur le terrain, attaque. Regarde, tu vois, de quoi tirer des missiles dans le fion, de quoi tirer de la 12-7, non, c'est un canon de 20 ou 12-7, bref. Ben ça, ça, c'est tout un ensemble de technologies, mon grand, à maîtriser. Il y a peu de pays qui peuvent faire le leur. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est un char de combat. Que je te dise pas de bêtises, ouais, parce qu'ils ont un obusier aussi. Ça, faut pouvoir le faire, mon grand. Parce que ça suppose tout un tas de choses, ça, mon ami. Alors, attends, je vais te dire ce que ça suppose. Ça suppose... Ça, c'est un autre type de char. Des protections passives, des protections actives modernes. Va voir un petit peu. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est plus bas? Ça suppose que lorsqu'on te lance une roquette, t'as des trucs, des détecteurs, des machins qui permettent de la faire péter avant.
T'en veux d'autres? Ça, c'est un autre hélicoptère, ça. C'est un autre attaque. Ça, tu veux ça? Aselsan, regarde Aselsan. Attends. Voilà. Ça, c'est pas des... C'est pas Yves Rocher, le Palestinien, qui te jette des pierres, là. Hein, d'ailleurs, Yves Rocher, quand il était petit, il l'appelait Yves Caillou. Yves Rocher était palestinien, mes amis. Ah ouais, bah avec un nom comme ça. Non, ça, c'est Aselsan, mon ami. Qu'est-ce que je pourrais te montrer d'autre? Ils font des drones. Mais c'est pas de l'aéromodélisme, c'est pas les drones des outils à claquettes, là. Ça, c'est des putains de drones de la mort, ça. C'est du drone mâle. Alors attends, il a un nom, hein, c'est le Baïké. Je vais te donner le blaze du drone. Si je m'y retrouve, parce que j'ai mélangé toutes mes notes, ça fait que maintenant, là, je suis en train en pur impro, là. Hein. Ah, voilà. Le char Altaï. Hein, c'est un char Altaï de combat. L'obusier T-155 Firtina Storm, un obusier automoteur. En France, on a l'équivalent, c'est la UF1. Un canon de 155. Un obusier, c'est un canon autotracté. Voilà. La différence entre un obusier et un char de combat, c'est que le canon du char de combat, il ne montera pas comme celui de l'obusier. Par contre, celui de l'obusier, il ne descendra pas aussi bas. Je veux dire, l'obusier, il fait... Enfin, tu m'as compris, bref. Canon Tufan à impulsion électromagnétique. Ça, c'est pas du Scud B arabe, ça. C'est à impulsion électromagnétique. Des canons à impulsion électromagnétique. Mais on est dans l'espace, là. Ah, c'est Captain America, là. Enfin, là, c'est Captain Turkish. Des drones de reconnaissance tactique, des hélicos d'attaque, on en a parlé. Un système anti-aérien et anti-aéronef. Alors, attends, où est-ce qu'il est? Alors, ça, c'est Coral, ça. On parlait de guerre électronique. Coral. Ouais. Il n'y aura pas de règlement de compte sur ce coup-là. Coral, bah, tu sais ce que c'est? C'est un brouilleur pour faire la guerre électronique mobile. Ça suppose de la technologie. Ça, c'est quoi? C'est de l'anti-aérien, et je vous en parlerai un peu mieux. Portatif, c'est un manpad. C'est pas un Stinger, c'est turc. Tu vises, tu fais tomber des avions d'attaque, des aéronefs, des drones, etc. Hein, peut-être pas les avions dernier cri, mais... Ça, c'est tous les drones et beaucoup de projets turcs, en tout cas. Eh oui, la Turquie, tu sais ce que c'est? C'est des frégates de type Meko. C'est des corvettes lance-missiles, furtives, multimissions. Ils sont en train d'essayer de maîtriser un petit peu la technologie. Tu es obligé de faire des partenariats pour construire un porte-hélico comme les bâtiments de projection et de commandement, comme les Mistral qu'on a voulu vendre aux Russes. Le nom du drone que tu as vu, c'est le Bayraktar TB2. Il a été utilisé à Afrin. Les Turcs ont décidé de construire, d'avoir leur propre industrie de l'armement, lorsque, suite à la guerre avec Chypre et avec les Grecs, les Américains leur ont mis un embargo, leur ont opposé un embargo pour les armes. Ils ont décidé aussi d'avoir leur propre industrie. En tout cas, ils ont été confortés par la décision israélienne de ne pas faire de transfert de technologie, puisqu'à l'époque, les Turcs... Si les Turcs étaient potes avec les Israéliens, c'est parce qu'ils voulaient gratter du transfert de technologie. C'est ça, c'est des partenariats. Oh, vous avez un petit pays, mais vous avez des beaux avions. On a un gros pays, et on a besoin d'apprendre. Venez vous entraîner chez nous. Eh oui. Jusqu'à quoi? Jusqu'à 99, je crois. Enfin, je sais plus. Jusqu'à 99 ou 2009, avec l'incident de la flotte, là, du Marvari, je sais pas quoi, où Erdogan a voulu montrer à tout le monde musulman qu'il pouvait s'élever contre Israël. Bon. Mais jusque-là, ils utilisaient des hérons. Eh ben, voilà. Je suis en train de t'expliquer qu'un pays, voilà, un pays sur 50 ans, avec une certaine continuité dans sa politique, il n'y a pas eu d'interruption, et malgré le fait que tous les pays baissent leur budget militaire, la Turquie, elle, a maintenu ce budget, on est arrivé à ça. Des frégates Meko, on est arrivé à ça. C'est du missile guidé, ça. Guidé laser. On est arrivé à ça. On est arrivé à ça, le Urkus. Regarde le Urkus. C'est un avion d'entraînement et ça peut être un avion d'attaque. Pas très très cher. C'est TUSAS. Taille, c'est TUSAS. Ça. Ça peut être civil aussi. Ça peut être militaire. Regarde. Système anti-missile, anti tout ce que tu veux. C'est turc. T'en veux encore? Satellite d'observation militaire. Satellite d'observation civile, de reconnaissance.
Le IRS. Ah, je vous montre ça pêle-mêle, hein. Voilà, ça. Alors attends, je vais l'enlever celui-là, peut-être. Non, c'est pas grave. Vous n'avez pas vu le précédent. Le précédent, je vous le mets aussi. L'anti-aérien. Qu'est-ce que tu veux que je te montre encore? L'optronique. C'est les pods que tu mets sur les avions, entre autres, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Ça, alors attends, ça c'est quoi ça? C'est peut-être de la défense. Ouais, c'est de la défense électromagnétique passive sur ces chars. Mais là, tout ça, tu comprends, je veux dire, tiens, je cite souvent l'exemple algérien. L'Algérie ne peut pas construire tout ça, elle n'a pas les compétences. L'Algérie, c'est la D2, là. Elle est en train de faire comme les Turcs, des partenariats. D'ailleurs, elle fait des partenariats avec les Turcs et avec les Allemands pour maîtriser des savoir-faire, construire des blindés, des choses comme ça. L'Algérie a construit son propre drone. Mais c'est clair que c'est pas le héron israélien. Je te montre juste des étapes comme ça. Je te montre un petit peu, je te donne différents pays marqueurs. Pour que tu te fasses une idée. Alors ça, c'est quoi ça? Excuse-moi. Ça, c'est l'industrie militaire turque. Tu vois, une image vaut mieux que de grands discours. Alors, on va te faire une image, on va te donner une image. En avril de l'année de cette année, 2019, Erdogan a fait un discours où il déclarait qu'il y avait plus de 690 projets en cours. Projets militaires. Pour 75 milliards de dollars. Voilà. Voilà, tu vois. Fabrication de sous-marins, c'est sur plan allemand, certes, mais c'est des Turcs qui les fabriquent. Frégate Meko, qu'est-ce qu'il y a encore? Avions de transport, véhicules aéronefs, blindés, bateaux, artillerie, munitions, système radar, système électronique, brouilleur radar Coral par exemple, système de munitions à guidage de précision, kit de guidage de précision et de système radar à mortier Cermat, munitions air-sol MAM 1, hélico d'attaque, le T-129 attaque, drone de reconnaissance tactique, fusil d'infanterie nationale, eh oui, même les fusils, blindé Coran avec autoprotection. Et tout ça, c'est toutes les firmes là que je vous ai dit, je vous ai donné. Ils ont un système local anti-aérien qui est aussi presque aussi performant que le S400, si ce n'est, sinon ils n'achèteraient pas des S400. Pourquoi ils achètent des S400? Pareil, pour bricoler un petit peu et apprendre. Si ce n'est que le leur est plus réduit en champ d'action. En 2013, le président Gül, malgré la baisse des budgets militaires en Europe, lui a décidé de muscler le budget, de continuer. Parce que ce que fait la Turquie maintenant, il a fallu 50 ans pour le faire. 50 ans de travail, d'abnégation, de volonté commune. Il n'y a pas un président qui est arrivé qui disait « Ah ben non, nous on est pacifistes, non, 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 c'est un chemin sans on va dire, sans interruption. » Quand je cite l'exemple de l'Algérie, par exemple l'Algérie, la décennie 90, c'est 10 ans de guerre civile, c'est 20 ans de retard ou 30 ans de retour en arrière. Et il faut récupérer. C'est pour ça que l'Algérie, l'Algérie fait exactement ce que fait la Turquie. Hein. Bouteflika, on peut le critiquer, mais il a fait exactement ce qu'a fait Erdogan, a envoyé des troupes, améliorer la formation, rapatrier des scientifiques, créer des infrastructures, etc. etc. Et elle démarre. L'Algérie d'aujourd'hui, c'est la Turquie des années 80. Sur ce plan-là, hein. 2012, 700 millions pour la recherche militaire. Je crois que même en France, il n'y a pas 700 millions de dollars pour la recherche militaire. TUSAS, quelques projets en cours. Ils veulent remplacer à l'horizon 2030 les F-16 par un avion turc. Et ils vont y arriver. Il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Attends, je vais essayer de te montrer un avion turc. Peut-être celui-là. Mais ils veulent faire un avion de 5e génération. Attends, je vais te le trouver, l'avion. Voilà, c'est celui-là. Alors, c'est à ça que tu vois que c'est pas le club élite, puisqu'il imite un F-22, mais on s'en fout. C'est les lois de la physique qui veulent que les avions se ressemblent tous. Puisque ça permet une furtivité. C'est à la bonne peinture. Les angles que tu vois là permettent de réfracter les ondes radar d'un peu partout, sauf vers le sol. Voilà. Eux, ils veulent maîtriser. Bon, en 2030, je pense que, à part une dizaine de pays, personne ne sera encore, personne n'arrivera à un niveau comme ça. Faire un avion de 5e génération, avec des technologies de 5e génération. Qu'est-ce que tu veux que je te montre d'autre? Ça, c'est du moteur, ça. C'est important, ça.
Mildar. Un bitube Korkut, anti-aérien tactique. Regarde le rayon d'action du Coral. Ça, c'est le Coral, le brouilleur. Voilà, un hélicoptère, c'est pas l'attaque de transport, 20 personnes, moins de 10 tonnes. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quelque chose... Ouais, c'est la protection passive. Voilà, voilà, un autre projet de TUSAS, un avion de 5e génération, on vient d'en parler, donc c'est ce qui explique la participation au projet F-35. Je pense qu'Erdogan, il a joué comme un chef. Peut-être qu'il ne l'a pas fait exprès d'ailleurs. Le F-35, ceux qui en achètent se tirent une balle dans le pied. C'est un avion coûteux qui n'est même pas un avion de chasse, mais un avion d'attaque au sol, qui est mal conçu, qui n'est pas pleinement opérationnel, qui coûte la peau du cul, qui détruit ton industrie de l'armement parce qu'il te siphonne tout ton argent. La Turquie, elle était partenaire de premier ou deuxième niveau je crois, dans le projet F-35. La contrepartie, c'était de bénéficier de certains transferts de technologie, d'avoir quelques chaînes de montage chez soi, et d'avoir un tas d'avions au rabais. Et puis de bénéficier d'autres petits cadeaux secrets. Le problème, c'est que la Turquie ne voulait plus du F-35, mais elle devait y être pour récupérer de la technologie, établir des contacts, voir qui est qui, quelle firme, comment ça marche, comment ils travaillent ces gens-là, etc., etc. Ça s'appelle faire du savoir-faire. Le fait là d'être sorti du programme F-35, je pense que ça arrange Erdogan, parce que de toute façon, des bons avions, il y en a. Côté russe, il y en a côté partout. La Turquie veut d'ici une génération avoir son avion, son bon avion. Parce que l'objectif, c'est une armée 100% turque. Et elle est en ce moment, là où je te parle, à 75% turque. Je parle de niveau matos, niveau technologie, voire même 80-90% dans certains cas. C'est énorme. C'est une armée qui est bien plus complète que tout un tas d'armées dans le monde, même de pays dits européens. Qui ne sont que des bouts d'armée qui doivent se retrouver, se structurer pour en former une seule grosse l'OTAN. Je veux dire, elles n'ont pas besoin d'être complètes. L'armée des Pays-Bas n'a pas besoin d'être complète. Elle doit juste assurer une partie de la mission. L'armée allemande assure une partie de la mission. C'est pour ça qu'elles n'ont pas besoin d'avoir toute une gamme complète. Là, on a un pays qui veut être bon partout, parce qu'il veut être le barbeau dans la région, et il ne veut pas être attaqué par plus gros que lui. Donc lui, il n'est pas dans l'OTAN. L'OTAN, c'est lui. C'est pour ça qu'il ne va pas rester longtemps dans l'OTAN. Hein. Pour l'instant, il est là juste, il fait payer sa place. Il se fait payer pour toutes ces années où il a été vassal. Parce que la Turquie, c'est quelque chose d'important. C'est quand même un pays important pour l'OTAN et pour la stratégie de cette organisation de malfaiteurs. Donc, projet hélico de catégorie 10 tonnes, 20 personnes, militaires ou civils. L'Urjet, on l'a vu, c'est l'avion d'attaque léger et d'entraînement. Le projet 14 qui remplacera un T-38, 3000 kg d'emport, ça te permet de mettre quelques bombinettes. L'Urjet, voilà, tu vois, ce genre d'avion, je vais te dire un truc, mon ami, ce genre d'avion, c'est comme le Tucano aussi. Alors, non, ça c'est le Urcus. Ça c'est l'Urjet. Alors attends, hop, vas-y Joe. Alors je m'excuse, hein. On va essayer d'adapter à l'écran. Voilà, tu le vois là, il est beau, il est grand, il est fort, il est en gris. Ça, c'est comme les Super Tucano. Je vous explique un truc. Ça, tu mets un réservoir en dessous, quelques roquettes, quelques bombes, et ça te fait l'appui-sol. Ça te fait le closer sur service. Ce qu'il y a, c'est que la sortie, c'est du 1000 € à l'heure. C'est pas du 20 000 €. Eh ouais. Voilà. Pour aller attaquer 3 barbus en sandalettes dans un pick-up qui viennent de boire le thé à la menthe, t'as pas besoin d'envoyer un rafale et de claquer 30 000 €. Avec ça, c'est pour 20 €, tu les butes eux, le pick-up, le thé à la menthe, et tu récupères même ce qu'il y a à récupérer. Et, quand t'enlèves tout, eh ben, tu fais entraîner tes pilotes sur ce genre de choses. En France, on avait l'équivalent, c'était un bon truc, c'était l'Alpha Jet. En Russie, en Algérie, ils ont le Yak 130. Voilà, ben eux, maintenant, ils ont ça. Le Urcus, c'est entraînement, il est en haut. Et le Urjet, c'est pareil, c'est avion d'attaque léger, parce que les deux, de toute façon, peuvent. Aujourd'hui, en 2011, la Turquie n'achetait plus que 10% d'achat d'armes à l'étranger. Voilà, j'ai fait le tour, hein, j'ai un petit peu jeté pêle-mêle tout un tas de choses.
Mais c'est pas très grave, je pense. Moi, je vous mettrai un lien d'un site turc, mais c'est en français, hein. Je pense que c'est un site privé, mais le gars m'a l'air de bien connaître son affaire, où vous retrouverez notamment la plupart de ses images, avec le texte. Vous retrouverez les projets en cours, vous aurez beaucoup plus de détails, donc je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien, l'un des liens qui m'a permis de faire cette vidéo. Mais comme ça, vous pourrez creuser, hein, mais c'est très très important. Si t'es turc et t'es intéressé, ou si t'es franco-turc et tu ne savais pas tout ça et t'es intéressé par l'histoire de la Turquie, en tout cas son développement militaire, ben, moi je te conseille, voilà, je te conseille ce genre de site. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Que l'armée turque, elle est bien équipée. Le bémol, il n'y a rien d'irrémédiable, mais disons que comme toute grosse armée, on attend de la voir au feu, réellement au feu. Pour l'instant, on l'a surtout vu au feu contre les Kurdes dans l'est de l'Anatolie, mais ça ressemble plus à des opérations de police, de contre-guérilla que des opérations réellement militaires. On l'a vu à Afrin, mais bon, les Kurdes ne sont pas restés très longtemps. Je crois qu'ils sont restés une demi-heure avant de s'enfuir. Il n'y avait pas les Américains pour les aider sur ce coup-là. On les a vus à Jarablus en 2016. Là, ils en ont chié pour affronter de l'asymétrique, du djihadisme. Ils en ont chié. Mais tout le monde en chie. Hein. Les Russes en chient. Ils en ont chié en Tchétchénie. Toutes les armées en ont chié pour affronter des guérillas dans des guerres asymétriques. Et ça ne les a pas empêchés néanmoins d'avancer, de prendre la ville de Jarablus. Voilà. Donc ça c'est l'un des bémols quant à l'armée turque. Mais je pense qu'elle est quand même bien entraînée. Et elle est bien encadrée. Mais après, c'est combiner toutes ces armes, combiner quelque chose de gros face à des gens qui sont... C'est toujours pareil, c'est le chevalier en armure contre le coureur à pied, très léger. C'est le légionnaire lourdement armé face au cavalier avec ses flèches, Sparte, par exemple. Je pense que c'est juste des interrogations, des petits bémols, rien d'irrémédiable. Après, le second problème, c'est il faut de l'argent. Puis à un moment donné, ils vont arriver à un plafond. Parce que les USA, les Israéliens, les Français, les Russes ne voudront pas que les Turcs passent en club élite. Hein. Ce qui est normal, Et je sais que déjà que les attaques contre la livre turque et les erreurs commises par Erdogan en Syrie, en allant essayer de détruire un pays juste sur ordre américain qui lui avait promis... Maintenant, il en revient un petit peu de tout ça, il a compris son erreur. Ça a fait que l'économie turque a quand même morflé. Et il faut de l'argent pour maintenir les industries de l'armement. Il faut de l'argent, il faut du soft power, il faut vendre. Alors ils vendent. Pour vendre, il faut une grosse armée, il faut du soft power, il faut une autorité morale, il faut tout un tas de choses. Donc ça, c'est important à garder. Le problème, c'est à s'acoquiner avec les Américains. Même si les pays arabes sont veules, sont pleutres, de toute façon passent leur temps à tchatcher puis font l'inverse de ce qu'ils racontent, à un moment donné, tu vas plus avoir de clients. Donc faire attention à cette histoire d'argent, parce que l'argent conditionne l'économie, conditionne le tissu industriel, conditionne ta science, conditionne ta solidité. Voilà. Et donc continuer à choyer ces marchés dédiés, le Moyen-Orient, le monde arabe, le monde musulman et l'Asie centrale, en essayant de prendre d'autres marchés. Après ça va être compliqué de prendre les marchés européens, ils sont réservés aux Américains apparemment. Dès qu'il y a un truc, c'est les Américains qui emportent le marché. Donc l'Europe de la défense, je te donne de l'argent, t'achètes américain. Mais la Turquie... Gars, tu vois, les Brésiliens, ils ont une boîte dans les 100. Dans les 100 boîtes qu'ils vendent. Une, Embraer, qui font les Super Tucano et les Tucano. Les Américains ont 42 boîtes. Ils te font 57% du chiffre d'affaires, 226 milliards de dollars de ventes dans le top 100. Les Russes ont 10 entreprises. Ils font 9,6% des ventes, 37,7 milliards. La Turquie, elle est dans le top 100. Aselsan est dans le top 100. Roketsan est dans le top 100. Roketsan a été créé en 88. Il y a 30 ans. Il a fait des roquettes, des fusées, des missiles. Ce sont des secteurs qui supposent une technologie très pointue, dans lesquels il y a des recherches constamment pour améliorer tout un tas de choses. Ce sont des secteurs assez stratégiques. Ce sont des secteurs qui cumulent tout un tas de compétences, comme je vous l'ai expliqué l'autre fois. Roketsan permet
une industrie de l'armement permet aussi d'avoir une armée, je vous ai parlé de cercles vertueux, indépendante du reste du monde. Quand tu fabriques tes propres systèmes embarqués, tes propres missiles, tes propres codes, etc., tu peux plus résister que des Irakiens qui achètent des Mirages que la France bloque pendant la première guerre du Golfe, qui achètent des AUF-1 et des chars Leclerc, ou qui achètent des F-16, puisque tu achètes les armes de l'adversaire qui lui aura toujours des meilleures armes que toi, ou qui achètent des S-400. Bon, les Turcs vont acheter des S-400, mais je vous ai expliqué pourquoi. Quand un Turc achète des S-400 ou un Chinois achète des S-400, c'est pas comme un Biélorusse. C'est pour évoluer. Ça aussi, c'est important à dire. Roketsan, voilà, ils fabriquent des roquettes guidées. Il n'y a pas beaucoup de pays. Ce que je veux dire, c'est que la Turquie, première division, elle fait partie des pays, en plus, en tête du championnat. La Turquie, elle est dans la même division que la Chine et l'Inde. Voilà, c'est pour te donner une idée. Il y a combien de Turcs? 80 millions? 90 millions? Il y a combien de Chinois et d'Indiens? 3,2 milliards. Les Indiens, c'est les rois des prix Nobel. Les Chinois, ils ont 3 cerveaux, ils sont bons partout, au poker dans tout, en business, en poker dans partout. Mais ils peinent dans tout un tas de domaines. Et ils sont au même niveau que les Turcs. Voilà, ils fabriquent leurs propres avions, mais ils ne maîtrisent pas les moteurs. Ils n'ont pas de porte-avions parce que ça coûte des sous, et puis ça suppose aussi de maîtriser des centaines de compétences. Je sais pas, regarde, on parlait de missiles tout à l'heure. Le premier missile, 57, c'est un russe. Le deuxième, c'est un américain, 1959. Je te parle d'IRBM. Le PGM-17 Tor. Bon, les premiers missiles sont russes. Il y a eu les Américains. Quelques années après, la Chine avec la série des DF. 10 ans après, on va dire, la Chine. 10 ans après, la France. En matière d'IRBM, tu as le S3. Tu as le SSB S2, qui est un missile de théâtre. Peu de pays les ont. Hein. Puis les missiles français, je peux te dire que voilà. C'est pas juste un tuyau. Je te l'ai déjà dit, je te le redis encore. Ben, il a fallu attendre les années 90 pour voir les Coréens, les Pakistanais, les Indiens. Et ces gens, c'est pas des cons. Ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est pas des cons, ces gens. C'est juste que les autres sont très forts. Le club élite est très fort. Le club élite, voilà, la France, c'est 5 siècles de mathématiciens. C'est un tissu industriel. C'est la France, l'Angleterre, c'est eux qui ont démarré la France, l'Angleterre, l'Allemagne, c'est eux qui ont démarré la révolution capitaliste, la révolution industrielle. Le charbon, Denis Papin, tout ça. Mais tout ceci, il n'y a rien qui est posé par hasard. Tout contribue à des mathématiciens, le mouvement des enclosures, à un économiste, à un mode de vie, une manière de manger, une manière de réfléchir, et ça te donne ça au bout d'un moment. Mathématicien, ça donne l'artillerie de Napoléon qui gagne des batailles. Ça donne le SSB S2. Et je pense que la France aurait pu, dès les années, parce qu'elle a eu l'arme atomique française, elle l'a eu très vite, sans l'aide de personne quasiment. Hein. Mais voilà, la Turquie fait partie de ces pays. Écoute, c'est simple, hein, elle est déjà dans les 20 premiers mondiaux. Mais moi je dirais, ouais, elle est. Qu'est-ce que tu veux mettre en face? Si t'enlèves les USA, si t'enlèves la France, la Russie, si t'enlèves Israël, en matière d'innovation, tout ça, si t'enlèves les pays qui veulent pas ou qui politiquement n'ont pas envie, alors qu'ils pourraient, comme l'Allemagne, comme tous ces pays qui pourraient être aussi dans le club élite, en tout cas l'Allemagne, je pense, il n'y a pas de souci. Il y a peu de gens devant la Turquie. Chine, Inde, parce qu'ils ont les volumes, c'est tout. Et les Chinois ont l'argent. Les Indiens, bon, je ne sais pas, c'est un mystère pour moi. Comment se fait-il que les Indiens soient à la traîne? Ils sont à la traîne de tout le monde. Mais voilà, parce que quand on attend 2006 pour avoir l'ANI 3, bon, ça suppose qu'il y en a eu 2 autres avant, alors que les Chinois, depuis déjà 36 ans, ont les DF. C'est qu'il y a un souci. Bref, voilà. Donc voilà, je vous ai parlé de la Turquie, je vous ai montré un petit peu. Attends, je vais encore te la faire. Tiens, un drone mâle. Ça, c'est un drone mâle. Mâle dominant. Non, j'arrête. Qu'est-ce que je ne t'ai pas montré que je pourrais encore te montrer? Un radar à synthèse d'ouverture. C'est excellent ça pour le terrain. Un pod électronique. Espèce de gros pod. Pod.
Un radar de conduire de tir Mildar que tu mets sur l'hélico. Alors il est là. Hein. Ah, c'est le Mildar de tout à l'heure. Ouais. Le Korkut. C'est l'équivalent du Phalanx américain. C'est ce canon là, le Korkut. Tu le retrouves là aussi. En automoteur. Korkut. C'est de l'anti-aérien proche. Ça te balance pendant, je vais dire, quelques dizaines ou vingtaines de secondes des milliers de projectiles pour te détruire un missile qui arrive. Ou voilà, c'est de l'anti-aérien, mais vraiment de proximité, quoi, tactique. Voilà, le Mildar, on l'a là aussi. Le fameux Mildar. Voilà les amis, donc on a évoqué les industries de l'armement, on a évoqué la Turquie. Éventuellement, on pourra revenir un petit peu sur ce genre de thème. Quoi qu'il en soit, la prochaine vidéo parlera encore de système anti-aérien, de système anti-aérien portatif, de Thor, de Chikla, de comment détruire un F-16 avec un fusil mitrailleur, de comment détruire des missiles dernier cri avec des Chikla 23. Ouais, je fais de l'humour parce que on a essayé pendant quelques heures de nous faire croire ça. Hein, parce que moi j'ai suivi notamment les attaques israéliennes sur la Syrie. Je les ai suivies quasiment en temps réel. Hein. Sur certains sites et bon, la propagande syrienne, j'ai envie de lui donner des conseils quand même hein, à cette propagande hein, parce que il y a des trucs quand même, il va falloir que je vous explique comment faire hein, parce que même moi je vois des conneries grosses comme la montagne. Bref, on parlera un petit peu de tout ça sous l'angle humoristique, mais aussi afin de mieux comprendre ce que sont des systèmes de défense anti-aérien portatifs. L'intérêt d'en avoir. Là, on va parler uniquement de tactique. Voilà, pour se protéger notamment de short range balistique missile. Eh oui, tu te prends un Hades ou un Pluton qui t'arrive dessus, ou je sais pas, ou je sais pas, n'importe quel missile tactique. Bon, tu vas pas l'arrêter avec le Korkut, mais il vaut mieux avoir un petit système qui l'arrête. Voilà. Bref. Prochaine vidéo à venir peut-être ce week-end, et puis il y en a d'autres encore qui arrivent, il faut juste que je prenne le temps de les monter, puisque à côté de ça je pose des vidéos sur la main du roi, des vidéos de Total War, donc ça prend du temps, mais en tout cas c'est plaisant. Voilà, donc je vous remercie toutes et tous, commentaires, préapprouvé, j'en vois encore qui me mettent 20 fois le même commentaire, les gars. Tous les jours, je regarde au moins une fois et je fais passer le commentaire s'il n'est pas insultant, s'il n'est pas ci, s'il n'est pas ça, etc. etc. Si tu as envie de pousser, pousse. Si tu as envie de me partager sur les réseaux sociaux, fais-moi connaître avec plaisir. Si tu as envie de regarder la vidéo jusqu'au bout, regarde-la. Si tu as envie de poser des questions, si tu as envie d'intervenir, si tu as envie de rectifier, si tu as envie de proposer, si tu as envie, fais ce que tu veux. Voilà. Si tu as envie de mettre de l'argent sur PayPal, si tu n'as pas envie de tout ça, si tu as juste envie de regarder la vidéo, bref, fais-toi plaisir. Je vais finir en disant que même si la vidéo peut paraître décousue, et elle l'est parce que j'ai pas respecté mes notes au millimètre, je préfère privilégier la spontanéité que faire un texte et le lire. Ceci est une synthèse, ce n'est pas de la copie de site. Je suis en temps réel, je suis tout ça en temps réel, ce genre de choses, ce genre de thème, et j'aime ce genre de thème, c'est un loisir pour moi ça. Ça c'est un loisir. Voilà. Même quand t'es pas là, tu vois, je vais regarder le Korkut, le machin, comment ça marche, tout ça. J'aime bien parler de ça, c'est un de mes domaines de prédilection. Donc faire des vidéos pour lire un texte, ça m'intéresse pas. Je préfère être dans l'interaction, je préfère être dans le à chercher mes mots, à pas trop vanner, mais à te proposer quelque chose d'intéressant. Et voilà. Et pour finir, description. Dans les descriptions, tu auras le lien d'un site turc. Très très bien renseigné sur l'industrie militaire turque et tous les projets en cours, tu pourras les creuser. Ciao tout le monde, la bise à tout le monde, bon week-end, au revoir, Starfella, voilà, et Jean-Marie Le Pen m'a demandé de faire la bataille d'Austerlitz, donc sur la main du roi, vous allez voir déjà une bataille avec des Turcs, je vais me taper avec des Turcs, bataille des pyramides, elle est déjà gagnée, vous inquiétez pas, ouais je l'ai gagnée c'est vrai, et bataille d'Austerlitz bientôt, alors voyeur, ciao.